Bienvenue pour cette nouvelle journée de conférence à Your Future au Parc des Princes. On est très heureux de vous accueillir pour parler aujourd'hui de cybersécurité, l'intelligence artificielle, la cybersécurité et les métiers du futur. Voilà la discussion qui va nous occuper. Ces domaines évoluent évidemment à une vitesse impressionnante. L'IA transforme déjà notre quotidien et la cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour les entreprises comme pour les États. On en entend beaucoup parler en ce moment et de nouveaux métiers vont donc émerger chaque année. Se former à ces compétences, c'est se préparer à construire le monde de demain. Et pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Haïk. Vous êtes directeur d'Easy IT, une école spécialisée dans les technologies de l'information et des formations d'avenir. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Ensemble, on va donc explorer les enjeux de ces secteurs, les opportunités qui s'ouvrent aux jeunes et les clés pour réussir dans ce domaine en mutation. L'intitulé de notre échange, c'était « Demain se code aujourd'hui ». Ça veut dire quoi pour vous ? Alors, en fait, il y a plusieurs éléments qui se cachent derrière cette phrase. Le premier, c'est le fait qu'on doit être actif. Enfin, on ne peut pas juste attendre son avenir. Je pense que c'est les générations qu'on forme qui vont devoir se mettre à la tâche pour transformer le monde. C'est une transformation qui n'est pas devant nous, elle est déjà en train de s'opérer, la transformation du numérique. Et alors pourquoi le mot coder ? Parce qu'effectivement, on voit bien que dans le monde d'aujourd'hui, le numérique, il est partout. On pensait il y a encore quelques années que certains métiers seraient protégés, toutes les professions intellectuelles. On pensait que l'IA ne serait pas en capacité de produire des contenus plus bluffants jour après jour. Et en fait, on se rend compte que tout ça, finalement, c'est un peu rebeloté par les nouvelles technologies. Donc l'idée, c'était effectivement de dire que le numérique, il est incontournable pour demain et qu'il faut former nos jeunes dès maintenant et les former en intégrant aussi autre chose que la tech. Parce que pour avoir un avenir qui nous fasse tous envie, il faut intégrer les compétences comportementales, il faut intégrer des valeurs, les questions de souveraineté, les questions de sobriété numérique, etc. Donc c'est toutes ces responsabilités qu'on a, nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur et qu'on doit apporter à nos jeunes pour qu'ils soient en capacité de faire face à ces transformations. Vous disiez qu'effectivement, il faut anticiper maintenant ce qui va se passer demain. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on s'est rendu compte que toutes les avancées qu'il y avait allaient encore plus vite qu'on aurait pu imaginer? Je prends juste le cas de ChatGPT. Quand on se souvient de ce que c'était il y a encore 2 ans quand c'est apparu et ce que c'est capable de faire maintenant en générant des photos et des choses comme ça, on se dit que ça va plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. Tout à fait. Alors je pense que pour moi, la grande transformation dans le numérique, c'est 2008 et l'iPhone. C'est-à-dire que c'est là qu'on comprend que les grands du numérique comprennent que finalement, plutôt que de travailler avec des industries de pointe pour développer des nouveaux services, des nouveaux produits et attendre que ça passe du milieu militaire, de l'aérospatial vers le grand public, c'est d'attaquer plutôt par le grand public, moins contraint, avec une force de frappe bien supérieure, et en fait de balancer, excusez le terme qui n'est pas très bien choisi, mais d'inonder le marché avec ces innovations qui finalement trouvent un usage et obligent finalement par effet de ricochet les entreprises, la société, à s'adapter. La cybersécurité et l'intelligence artificielle, c'est devenu des enjeux qui sont évidemment incontournables aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ? Et surtout, quand on parle de ça, on ne parle pas que à des échelles grandioses. On peut parler aussi à notre échelle privée, où tous les jours, ne serait-ce que dans les adresses email, je sais pas vous dans la salle, mais on est sujet à des tentatives d'arnaque, à plein de choses qui nous arrivent, et on est submergé par tout ça. Oui. J'ai écouté un expert de cybersécurité il y a 2 jours à CyberEcho qui disait, en fait, à chaque fois qu'on met en place un nouveau système numérique, finalement, on crée autant de portes d'entrée pour des attaques. Donc, en fait, la cybersécurité, c'est juste un incontournable qui permet d'assurer la confiance de chacun, parce qu'on dépose nos informations, on met nos vies, on en parlait il y a 30 secondes quand vous me disiez que vous aviez tout sur votre téléphone. Voilà, effectivement, si jamais on voit votre téléphone et qu'on vous le fait planter... Ne dites pas trop fort, j'ai tout dessus quand même. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la cybersécurité, c'est le gage de confiance qui permet que tout à chacun utilise le numérique, qui de toute façon est devenu incontournable. Donc en fait, il n'y a même pas de questions à se poser. Parce qu'on est devenu dépendant à tous ces objets, c'est exactement. Ça. La blague qu'on se faisait là, c'est ça, mais c'est qu'il y a tout dessus, mais parce qu'on est devenu dépendant, on a besoin d'avoir ça entre les mains.
Et ne serait-ce que de l'oublier une demi-journée chez soi quand on part le matin, on a l'impression qu'il nous manque quelque chose. Exactement, parce qu'on va, on va tellement vite avec le numérique que finalement revenir au papier, au crayon. Alors même s'il y a des jeunes qui, j'entendais une tendance très récente de jeunes qui repartaient sur le cahier et le stylo, mais c'est vrai que bon, on ne peut pas faire sans le numérique. Et de toute façon, enfin, je veux dire, si vous voulez faire une transaction bancaire, enfin, trouver un banquier avec un guichet, enfin, ça n'existe presque plus. Enfin, vous pouvez aller voir votre banquier quand vous avez des nouveaux produits à mettre en place ou des choses comme ça, mais la plupart des opérations se fait que à partir de votre téléphone ou de votre ordinateur. Et en matière justement de ces bouleversements, vous les observez comment? À quelle échelle? À quel niveau? Là, on parlait de petites choses du quotidien, mais ça monte jusqu'à des échelles assez phénoménales. Alors oui, alors sur la cybersécurité, je pense que c'est devenu un enjeu pour tout le monde. Hein. Enfin, je pense qu'on a tous dans nos familles des personnes un peu moins jeunes qui vous appellent en vous disant tiens, j'ai reçu un mail de ma banque qui me demande de ressortir mes coordonnées, ou un SMS des finances publiques qui me demande telle ou telle info. Enfin voilà, je pense qu'on est tous super exposés. Ou les amendes qu'on n'a pas payées pour excès de vitesse alors qu'on n'a pas de voiture. Exactement. Donc en fait, ça veut dire qu'il faut être de plus en plus vigilant. Enfin même moi, je sais que par exemple sur certains sujets techniques qui sont censés être dans mon domaine de compétences, il y a des fois où je suis obligé d'aller revérifier l'information que je lis sur Internet, et pourtant dans des médias qui sont censés être, on va dire, sourcés. Parce que ça va super vite, la quantité d'informations elle est énorme. Pardonnez-moi, est-ce que ça veut dire que par exemple vos étudiants, quand vous les avez, vous leur apprenez aussi, indépendamment de la technique et des outils, à les vérifier et à ne pas se laisser abreuver parce qu'il je citais l'exemple des arnaques au PV qu'on peut recevoir. Vous recevez souvent, on a ça, l'Antey qui est censé vous avoir envoyé un mail en vous disant vous n'avez pas payé votre amende et tout, et en fait on se rend compte qu'il faut simplement aller vérifier le mail qui vous l'envoie pour vérifier que ça correspond bien et que si c'est pas le bon, c'est pas la peine, il faut partir. Exactement. Donc ça veut dire effectivement. Alors nous, nos jeunes, ils ont tous en fait, quel que soit leur parcours de formation et donc les métiers qu'ils visent, hein, qui peuvent être dans l'IA ou la cybersécurité, mais dans d'autres métiers du numérique, ils ont tous un parcours en cyber et en IA. On considère que globalement, c'est comme savoir utiliser une calculatrice pour faire des maths, c'est un incontournable. Donc c'est extrêmement important. Après, vous avez raison, hein, c'est vraiment une question de sensibilisation, hein, c'est-à-dire qu'on le voit bien, quand on parle de métier de la cybersécurité, on pense très régulièrement à des experts techniques, hein, on voit des grosses machines, du code et des choses comme ça. En fait, il y a quand même toute une partie qui vise à comprendre les comportements, parce que la plupart des failles, en fait, elles sont liées aux usages, et donc plutôt à la façon dont les personnes vont réagir. D'ailleurs, pour la petite histoire, on fait assez régulièrement dans nos établissements des tests d'intrusion ou de phishing, et on se rend compte que des fois on arrive à attraper des experts de la cybersécurité avec un mail de phishing, quoi. Ouais. Et bon, après je vous rassure, on les taquine longtemps. Et voilà, donc c'est vraiment une question d'éducation, hein, de la même façon qu'il faut avoir une certaine hygiène corporelle pour être en bonne santé, machin, etc. Et ben cette hygiène-là, au niveau de sa relation au numérique, il faut en avoir une aussi. De même qu'on fait attention à l'information quand elle nous parvient, exactement, à la vérifier, et à pas croire tout ce qui nous submerge de partout, de tous les organes de presse ou ailleurs même. Oui, tout à fait. Et c'est un vrai sujet, hein. Là, le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, là, a lancé un groupe de travail sur l'IA. Et la vraie question qui est derrière, justement, c'est merveilleux de s'en servir et ça apporte plein de choses, hein. Il faut faire attention à ses biais, à ses limites, mais il faut surtout avoir cette capacité d'analyse des résultats. C'est-à-dire que effectivement, 80% du temps, ça va vous donner des choses qui sont extrêmement pertinentes, mais dans les 20% restants, si vous prenez ça comme argent comptant et que vous n'avez pas la capacité à prendre du recul, ben c'est vrai que vous allez aller dans le mur. Donc il faut avoir cette capacité de prise de recul. Donc ça veut dire comprendre comment ça marche. Ça veut dire aussi toujours re-questionner les choses, ne jamais rien prendre. De toute façon, maintenant, je pense même au niveau informationnel, hein, quand on voit des choses sur les réseaux sociaux, même, voilà, il faut se poser la question, est-ce que c'est du lard ou du cochon, et essayer de recouper les sources. Donc ça devient de plus en plus difficile, mais c'est une nécessité qui n'est pas évidente à transmettre. Qui n'est pas du tout évidente à transmettre. On voit par exemple sur Facebook, il y a énormément de pages, de groupes qui se créent où d'actualités culturelles sur le cinéma ou la musique, et c'est des news qui sont uniquement générées par intelligence artificielle et qui vous font croire que c'est des vraies news, alors qu'en fait elles sont déjà périmées depuis 3-4 mois. Mais ça a bouleversé nos vies à ce point-là, l'IA, et même ceux qui parfois sont en train de se dire
pas pour moi, ils ne se rendent pas compte qu'ils l'utilisent déjà. Oui, il y en a partout en fait. Enfin, moi j'aime bien dire souvent que voilà, moi j'en ai sur mes lunettes, j'en ai à mon poignet avec ma montre, j'en ai dans mon téléphone, vous en avez probablement dans votre voiture, il y en a dans votre maison, un thermostat, enfin les thermostats connectés, les choses comme ça. Enfin, voilà, il y a de l'intelligence partout. Alors des fois elle est exhibée. C'est ça, en fait, la grande révolution avec l'IA générative, c'est que globalement, toutes ces techniques qui existent depuis, qui existent depuis les années 40, hein, l'IA, c'est pas tout nouveau, elles étaient utilisées parcimonie, elles étaient un peu cachées dans les usages. Hein, quand vous alliez encore même 20 ans chez un banquier, il utilisait des algorithmes d'IA pour vous segmenter dans son marché et vous proposer les bons produits. Maintenant, c'est exhibé, tout le monde le montre et c'est même un argument commercial, on va dire. Donc c'est pour ça qu'on en a conscience, mais il y en a partout en fait. Et qu'à voir ce que fait Netflix depuis plus de 10 ans avec son algorithme. Exactement, les algorithmes de recommandation qui sont un grand succès et qui marchent très très bien. Donc, qui s'est développé maintenant, même on en parlait l'autre jour en parlant de fast fashion, qui se développe aussi dans les sites de vente de vêtements qui vous recommandent des choses en fonction de ce que vous avez acheté. Exactement. Hein, quand on a, je ne sais pas si vous avez eu ça il y a quelques années. Enfin, moi, je voyais arriver des pubs sur YouTube ou sur Instagram, et je me disais quand même, c'est bien ciblé. Et en fait, même quand on est un professionnel du secteur, finalement, on est encore surpris par les usages qui sont mis en œuvre. En fait, effectivement, on est traqué de partout. Et si on ne fait pas attention, voilà, on est vite repéré et on nous propose justement avec des algorithmes les bons produits, les bons services pour nous attraper. Quoi. Traqué de partout, jusqu'à quel point? Parce que vous parliez d'être ciblé par le nombre de fois où on a tous eu l'impression d'avoir une discussion avec des copains à la terrasse d'un café, puis on ouvre Facebook, on ouvre Instagram, et comme par magie, il y a une pub qui nous parvient avec le sujet qu'on a mentionné. Alors ça, c'est quoi? C'est juste le hasard ou c'est le... Non, là, je pense que c'est le hasard. Sauf si vous avez parce que typiquement, l'une des questions qu'on se pose avec l'intelligence artificielle, et notamment embarquée dans les dispositifs type lunettes ou choses comme ça, c'est effectivement le côté privacy de vos données. C'est-à-dire, finalement, on vous affiche que ces données-là, elles sont pas... Voilà, il n'y a pas de prise de vue qui sont prises, etc. Bon, finalement, il y a des fois où on a eu des surprises sur Facebook. Voilà, on pensait que nos données à l'abri et qu'on n'avait pas forcément d'utilisation commerciale sur nos données. Bon, ça a quand même été utilisé pour faire de la segmentation marché. Ça a été aussi utilisé pour faire des sondages en politique sur les résultats de vote. Donc oui, on est quand même pas mal traqué. Donc il faut faire... Du coup, ça revient à l'idée dont je parlais tout à l'heure. Hein. Il faut éduquer pour savoir ce qu'on met ou pas sur Internet. C'est-à-dire que voilà, dès lors que vous avez décidé de publier quelque chose sur les réseaux sociaux, ou vous avez décidé de mettre en numérique un certain nombre d'éléments, il faut savoir ce qu'on en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, quelque part, on accepte que ce soit utilisé autrement. Et ne pas se dire que parce que c'est publié sur son compte Snapchat, Insta, ou ce serait un lieu privé. Oui. Il n'y a rien de privé quand on publie sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et d'autant plus que c'est un levier fort. Enfin, on le voit avec ce qui s'est passé là autour de l'IA Act, de l'Europe, donc pour essayer de réguler un peu l'utilisation de l'IA. C'est qu'effectivement, il y a des lobbies forts, des grandes entreprises du numérique qui n'ont surtout pas envie qu'on régule tout de suite parce qu'en fait, ça freine les avancées. Et c'est vrai. Hein. Moi, j'ai initialement fait une thèse en IA il y a maintenant presque un peu moins de 20 ans. Donc, vous avez eu du pif. Ouais, alors sauf que c'était la mauvaise période, c'était juste avant l'hiver de l'IA. Et en fait, on butait sur 2 problématiques à l'époque. Hein. La première problématique, c'est que les ordinateurs n'étaient pas assez puissants, que ce soit en termes de calcul et de mémoire. Et le deuxième, c'est qu'on n'avait pas assez de données. Parce qu'en fait, on n'avait pas Internet. En fait, ce qui a déclenché cette révolution, c'est le fait qu'on soit tous interconnectés et que toute cette donnée soit disponible. Donc, qui ont utilisé ces données sans trop se soucier à qui elles appartenaient, de quels étaient les usages, en fait, ils ont beaucoup avancé grâce à ça. Et sur l'IA, c'est bien la problématique. Quand on compare le chat, qui est un très bon outil d'IA générative, on se rend compte qu'il est des fois moins pertinent que d'autres modèles, mais pour une raison simple, c'est qu'il utilise des données qu'il a le droit d'utiliser. Voilà, donc forcément, il y a moins de données et il respecte la propriété intellectuelle. Enfin bon, voilà, il y a quand même des freins qui sont bons pour nous, on va dire. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petits gestes. On entend souvent quand on utilise par exemple l'IA générative avec ChatGPT, on a vu beaucoup ça avec les photos qui nous transforment comme en personnages de Ghibli par exemple, et on se dit non mais je fais juste ça pour m'amuser, mais en fait il n'y a pas de juste pour m'amuser, on entraîne tous ces appareils à progresser finalement.
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis on fournit de la donnée aussi. C'est-à-dire que, enfin, je ne sais pas si vous avez vu dans les dernières versions là, de ChatGPT et autres, en fait, il contextualise. C'est-à-dire qu'avant, il oubliait à chaque question ce que vous lui aviez demandé la fois d'avant, et maintenant, il apprend de vous. Donc, c'est-à-dire que la première utilisation, il n'est pas hyper pertinent. À la 25e, quand vous êtes toujours à peu près sur les mêmes sujets, il sait ce que vous recherchez. Et alors c'est bien pour vous, hein, ça vous apporte des résultats qui sont de meilleure qualité, mais il faut en avoir conscience. Et donc il faut savoir moduler ses usages. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui sont en entreprise, mais c'est une vraie question dans les entreprises, hein, notamment pour la propriété intellectuelle. Et on a maintenant des environnements d'IA génératifs dits de confiance. C'est-à-dire que par exemple on travaille que sur les données qui sont les données de l'entreprise, et c'est fait en interne. Ça ne sort pas de l'entreprise. Donc là ça vous permet effectivement de vous lâcher dans l'usage de l'IA. Par contre la contrepartie c'est que vous n'exploitez que les résultats de l'apprentissage qui a été fait sur le public, mais vous ne réintégrez pas ces données-là. Ça met des métiers en danger, à votre avis? Parce que ça, c'est toujours la même réflexion qu'on a à chaque fois qu'il y a un progrès technique. On se dit, ouais, mais ça va tuer plein de métiers. Est-ce que ça met des métiers en danger? Ou est-ce que, comme toutes les avancées qu'on a connues depuis, en gros, la révolution industrielle au 19e siècle, ça va juste transformer et en créer des nouveaux? Moi, je pense que ça va surtout transformer les métiers. Je pense que... Alors, en fait, assez régulièrement, quand on parle de l'IA avec mes collègues, soit directeurs d'école, soit enseignants, hein, on fait référence à ce qui s'est passé avec la calculatrice d'abord. Voilà, moi, je sais que sur la génération de mon grand-père, quand on était ingénieur, on faisait tout à la main avec une règle à calcul. Et donc, quand ils étaient sur les concours de Centrale, Supélec, des mines ou de Polytechnique, ils avaient une demi-heure d'épreuve où ils faisaient un calcul que finalement, dans ma génération, avec une calculatrice, on mettait 2 minutes à faire. Et donc, voilà, au lieu de passer 30 minutes, on en passait 2, et les 28 restantes, on les passait sur des problèmes de fond plus pointus que ne le faisait enfin, mon grand-père. Voilà. Donc je pense que c'est toujours la question de comment on l'utilise. Je pense que tous les progrès, il faut savoir comment on les utilise. Hein. Le nucléaire, c'est à la fois une source voilà, de bonheur, enfin en tout cas de progrès pour la santé humaine. Hein. Ça a amené l'IRM, des choses comme ça. Bon, ça a amené des choses beaucoup moins fun. Je pense que l'IA, c'est pareil. Il faut bien savoir l'utiliser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'abandonner entre les mains de l'IA, c'est-à-dire juste l'utiliser sans se poser de questions et sans comprendre comment ça fonctionne. Donc ça veut dire qu'il faut une culture, une compréhension fine. Et puis, il faut aussi repenser les métiers. C'est-à-dire qu'effectivement, là où par le passé, on pouvait se contenter, je sais pas, par exemple, je pense j'ai eu une discussion avec un juriste il n'y a pas très longtemps qui me disait, bon, voilà, avant, une bonne partie de mon travail, c'était de collecter les textes de loi qui faisaient référence à la problématique que j'avais à traiter, l'ensemble des procès sur des sujets équivalents. Bon, il me dit, maintenant, ça me prend 2 minutes. Donc, le travail que je fais maintenant, c'est plus cette récolte d'infos, c'est l'analyse de ces résultats. Et du coup, ça fait un peu monter en gamme. Voilà. Donc c'est ça la contrainte, c'est qu'effectivement, ça fait un peu monter en gamme les réflexions qu'on doit avoir par rapport à nos métiers. Qui a déjà utilisé ChatGPT, par exemple, pour faire des devoirs, des recherches? Qui s'en sert régulièrement, plutôt? ChatGPT. Et ben voilà. Oui. Bah, je pense qu'effectivement, et puis ça vient effectivement par les jeunes générations. Hein. Je pense que bien sûr, je discutais, comme je vous le disais, avec des enseignants du secondaire la semaine dernière, et ils me disaient que en fait, leurs élèves, ils utilisaient tous ChatGPT. Avec des grandes difficultés, ce qu'on voit dans les grandes écoles, c'est à la fois qu'ils sont là pour apprendre comment utiliser ChatGPT, et en même temps, comment une fois qu'on a appris aux élèves à dire il faut utiliser ChatGPT, mais l'IA, comment les freiner pour pas qu'ils s'en servent, notamment pendant les examens ou les choses comme ça? En fait, je pense qu'il faut trouver d'autres paradigmes. C'est-à-dire qu'effectivement, pour beaucoup et c'est un peu la tendance, mais c'est en train de changer un peu. La première réaction, ça a été on interdit de la même façon que sur le plagiat, on prend la même position, on dit l'IA générative c'est banni, on l'utilise pas. Si on détecte qu'il y a de l'IAG, on met 0, c'est plagiat. Et en fait, ça marche pas. D'abord parce que les outils sont incapables de détecter l'IA générative. Hein. C'est des trucs statistiques et finalement, on n'a pas des résultats significatifs. Donc en fait, en tout cas, moi, mon parti pris, c'est de se dire, il faut l'encourager, faut rendre l'utilisation raisonnée.
C'est-à-dire qu'on n'utilise pas de l'IA générative comme un moteur de recherche. À sa place, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça a quand même un coût sur l'environnement, donc il ne faut pas non plus l'oublier. Donc il faut responsabiliser les gens et leur expliquer que quand on génère juste une photo avec 3 trucs, si c'est juste pour une durée de vie de 3 minutes sur un compte, sur un réseau social, on a quand même brûlé pas mal d'énergie, on a consommé de l'eau, etc. Donc c'est peut-être pas le mieux. Donc il y a cet aspect-là. Et puis il y a l'aspect prise de recul par rapport aux résultats. Et par contre, pour en mesurer l'usage dans les évaluations, ça veut dire qu'il faut changer nos modes d'évaluation. C'est-à-dire que là où avant on demandait des écrits, éventuellement réalisés à la maison, non, on ne demande plus d'écrits. On demande une présentation orale avec une défense d'arguments et de savoir comment on est arrivé à ce raisonnement. Donc ça peut se faire avec de l'IAG en pré-traitement, mais à la limite, si c'est compris et si c'est incorporé par les étudiants, nous, notre deal, il est réalisé. En fait, on veut que la compétence soit acquise. Donc, parlons maintenant justement de la strate suivante, c'est-à-dire une fois qu'on a admis qu'il y a des progrès et qu'ils sont là et qu'il faut juste apprendre à vivre avec, de ces progrès naissent aussi de nouvelles menaces et on parle beaucoup de cyberattaques et notamment sur les grandes entreprises. Tout à l'heure on parlait du cas personnel qui nous atteint tous, mais c'est aussi des vrais fléaux, que ce soit dans les grandes entreprises ou même dans les hôpitaux où on a régulièrement des cyberattaques. Pourquoi c'est devenu si critique pour les entreprises comme pour les États ? Parce que comme tout est interconnecté et tout est digital, effectivement, on a des portes d'entrée partout. Et il y a des petits malins qui ont compris que c'était un moyen de perturber les entreprises, de récupérer de l'argent. Enfin voilà, la guerre maintenant, elle se joue un peu sur le terrain. Enfin bon, malheureusement, on le voit en Ukraine, elle se joue sur le terrain, mais elle se joue aussi beaucoup derrière, c'est-à-dire dans le domaine de la cyber, on le voit bien, des tentatives de déstabilisation des États, de l'ingérence sur les élections. Voilà, donc on le voit aussi on peut paralyser une entreprise complète. Les hôpitaux, l'année dernière, ont subi pas mal d'attaques aussi, avec des problématiques qui sont qu'en plus, dans le milieu, dans le secteur public, il y a des difficultés à recruter parce que les salaires sont moindres que dans le privé. Donc oui, c'est un enjeu pour toutes les entreprises. Là, on a accueilli les JO l'année dernière. La face cachée de la préparation des JO, c'était des milliers d'ingénieurs mobilisés avec les plus grandes entreprises franciliennes sur la défense des infrastructures, parce que on bloque le système de billetterie, on paralyse l'événement pendant une journée, 2 journées, on peut paralyser les transports, on peut paralyser les télécoms. Enfin, c'est un vrai enjeu en fait. Mais pardon, il y a quand même 2 types de menaces à l'intérieur de ça. Il y a la menace qui est réelle, qui est qu'on paralyse des structures, et puis il y a la supposée menace qui fait qu'on compte plutôt sur la peur que génère la menace qu'on fait peser pour soutirer de l'argent, pour soutirer des choses, plutôt que sur la menace réelle. C'est ce qu'on voit avec les menaces que les gens reçoivent, par exemple, sur leur adresse internet. On leur fait croire que s'ils ne payent pas telle rançon, ils vont avoir des choses contre eux. Enfin voilà, il y a ces 2 types de menaces-là. Oui, il y a des vrais et des faux acteurs, c'est vrai qu'il faut faire la différence. Après, la difficulté, c'est qu'il y a finalement qu'une fois que le coup est parti, que vous savez si vous êtes victime de quelqu'un qui a vraiment la compétence derrière. Je sais que j'avais entendu parler, c'était il y a 1 ou 2 ans, de cas de plusieurs personnes qui avaient été notamment menacées, qui utilisaient des sites un peu illicites, on va dire, qui avaient été menacés que ce soit rendu public. Et je crois qu'il y a même eu un jeune, il y a 2 ou 3 ans, qui s'est suicidé à cause de ça. Et effectivement, la personne qui était en face n'était pas du tout quelqu'un en capacité de révéler ou de faire... Il y a eu beaucoup, je crois, c'est chez Apple, il y a eu beaucoup d'adresses mail qui ont été ciblées. Et en fait, ils expliquent qu'en fait, ils envoient les mails à 10 000 personnes et que même s'il y en a que 500 qui cèdent, c'est toujours 500 fois $1000 qui payent. Mais c'est pour ça qu'effectivement, effectivement, l'absence de connaissance réelle des enjeux fait qu'on peut se laisser prendre au piège. De la même façon qu'on peut répondre à une demande d'une vraie cyberattaque, de la même façon on peut céder alors qu'en fait le danger n'est pas réel derrière. Et du coup ça entraîne quoi comme recherche de profil pour justement former les futurs métiers en cybersécurité ? Alors, la cybersécurité c'est un vrai sujet. Comme je vous le disais, il y avait un salon il y a 2 jours sur la cybersécurité et on en discutait avec des professionnels, d'autres professionnels de l'enseignement supérieur. En fait, la complexité de la cybersécurité, c'est que c'est plus du tout qu'une question de techno.
c'est devenu quelque chose qui doit mettre en place, mettre en regard tout un tas de compétences, alors des compétences organisationnelles, des compétences comportementales. Il faut être en capacité de dialoguer avec les COMEX des entreprises, il faut être en capacité de dialoguer avec les équipes pour leur faire comprendre, leur faire passer les grands messages en matière de respect de la cybersécurité. Faut également avoir des connaissances géopolitiques, c'est-à-dire être en capacité d'identifier ce qui va se passer ou quelles sont les grandes menaces qui arrivent. Voilà, donc c'est des profils, c'est un peu à 5 pattes que les entreprises recherchent, avec une difficulté qui est que les écoles forment des bacs plus 5 sur ces sujets-là, puisque c'est ce que les entreprises attendent, mais que finalement, ils attendent aussi que les personnes qui sont formées sortent avec déjà une expérience conséquente sur le sujet, parce qu'en fait, sur ces métiers de la cyber, il faut beaucoup de profils expérimentés. Voilà, donc c'est une vraie difficulté. Hein. Et il y a plus de 20, je crois que l'ANSSI a identifié plus d'une vingtaine de métiers dans la cyber, avec des choses très très fines. Et est-ce qu'il faut être, on a toujours cette image-là, est-ce qu'il faut être un petit génie dans ces compétences-là ou en informatique, ou est-ce que finalement tous les profils d'étudiants peuvent accéder à ce type de métier? Alors nous, notre motto à l'école, c'est d'être l'école à impact des entreprises du futur et de former tous les talents vers les métiers du numérique. Donc quand on dit ça, ça veut dire que pour nous, on est convaincus que il suffit pas d'être, il n'y a pas que les profils bons en maths, bons en sciences, qui ont un bac scientifique et qui vont s'orienter vers des études d'ingénieurs, qui sont destinés à avoir ces métiers-là. On a d'autres types de formations à l'école, parce que l'idée, c'est qu'on propose des formations à chaque profil d'étudiant et en termes d'appétence et de compétences. Et donc, on a des programmes où on accueille des jeunes qui n'ont jamais fait d'infos avant, qui sont juste curieux, qui ont juste envie de regarder comment ça se passe et qu'on arrive à former et qui ont des très bons métiers. Et en plus, par rapport à ce que je vous disais sur les compétences qui deviennent de plus en plus clés pour exercer ces métiers-là, elles ne sont pas forcément techno. C'est-à-dire qu'il vaut mieux quelqu'un qui communique bien, qui sait gérer un groupe, qui sait gérer un conflit, qui comprend un peu les enjeux géopolitiques. Lui, on pourra le faire monter en compétences sur la tech. Voilà, quelqu'un qui serait que tech et qui n'a pas envie de sortir le nez du guidon, c'est plus compliqué. Donc je dirais que en fait, on est quand même ouvert sur des profils très différents maintenant. Et puisque vous avez parlé de ces gens que vous formiez, quel type de parcours vous proposez au sein de l'EasyIT pour se spécialiser en IA ou en cybersécurité? Alors, comme je vous le disais, déjà, ça fait partie de tous les cursus. L'IA et la cyber, on sensibilise tous nos jeunes sur ces sujets-là, de la même façon qu'on les sensibilise aussi sur la sobriété numérique et sur la question de l'impact des technologies. Et on a en fait 3 catégories de programmes dans notre école. Alors, une école du numérique au sens large, ça veut dire qu'on couvre tous les métiers de l'informatique, donc la cyber, l'IA, le développement, le cloud, le réseau. On couvre également les métiers autour de la robotique, de services ou industriels, et les métiers autour du bâtiment intelligent et communicant. Donc voilà, et ça on le fait en termes de ces compétences. En fait, on les utilise pour proposer des formations à différents types de profils de jeunes, et on a 3 catégories de programmes. Le programme ingénieur, c'est l'excellence à la française, généraliste, avec plein de prérequis en maths, physique, etc., accrédité par la commission d'éthique d'ingénieurs. On a une gamme de programmes qu'on appelle les programmes experts. Donc là, on est sur du bac plus 3, bac plus 5, donc bachelor RNCP niveau 7 pour le bac plus 5. Et on est sur des approches qui sont plus professionnalisantes et plus ciblées métiers. Voilà. Et puis on a un dernier compartiment qui s'appelle la Coding Factory, où là on est en fait sur un apprentissage complètement différent, puisqu'on propose un mode d'apprentissage où il n'y a aucun cours. Nos étudiants n'apprennent qu'en mode projet, en mode agile. Donc ils ont une semaine pour découvrir une tech, et ils passent de tech en tech comme ça, et donc ils appréhendent les concepts par leur mise en œuvre. Voilà. Et donc ça, c'est pour l'ensemble des parcours. Et donc on a parmi ces parcours certains qui sont ciblés sur l'IA. Donc IA Cloud pour l'IA, donc qui est à la fois dans le programme ingénieur et dans le programme expert. On a une filière sur la cyber en ingénieur, une filière en cyber sur les programmes experts, et notre Coding Factory, donc qui propose de travailler sur les métiers du code, intègre nativement la cybersécurité et l'IA. C'est-à-dire qu'on apprend à nos codeurs à intégrer dans leur pratique, parce que coder aujourd'hui, c'est plus du tout pareil qu'il y a quelques années. Voilà, on arrive à faire le travail de 4 codeurs ancienne version à une seule personne en utilisant bien l'IA. Voilà. Et donc
Quand on s'en sert bien, on peut faire Exactement. on peut faire des grandes choses. Et vous les aidez à s'insérer aussi dans le milieu professionnel? Alors on est une école en fait qui porte des valeurs fortes. On est une école consulaire, hein, donc de la Chambre de commerce, donc on a une proximité aux entreprises qui est très forte et un passé, on va dire un ADN qui est d'être un ascenseur social. Donc en fait une majorité, quasiment toutes nos formations, à l'exception de notre prépa ingénieur, sont proposées en alternance. Donc forcément, on accompagne les étudiants pour qu'ils trouvent leur alternance ou leur stage s'ils choisissent de faire leur parcours en temps plein. Et on a donc un service entreprise. Donc effectivement, dans les cursus, il y a toute une formation sur comment on fait son CV, comment on va à la rencontre de l'entreprise, comment on comprend les enjeux métiers, etc. Donc oui, on les accompagne. On organise bien sûr des rencontres avec les entreprises. On a un réseau d'entreprises avec lesquelles on échange très régulièrement pour prendre connaissance de leurs besoins à la fois en termes de compétences et on va dire de stage, d'alternance. Voilà, donc on a des très bons taux d'insertion, hein, comme toute école du numérique, hein, je dirais. Oui, en ce moment, vous ne devez pas manquer de... Non, ça se passe plutôt pas mal. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui serait dans la salle pour finir et qui hésiterait justement, ou dans le salon, à s'orienter vers les métiers de l'IA ou de la cybersécurité? Moi, je dirais qu'en fait, le numérique, il va être omniprésent. Enfin, on le voit bien. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne sans. Enfin, je discutais avec un constructeur automobile il n'y a pas très longtemps et il nous expliquait ses difficultés à reskiller, enfin, donc à reformer les collaborateurs ingénieurs parce qu'en fait, ils venaient de la mécanique, de l'électronique, enfin, de l'électricité, enfin, tout ce qui est motorisation, etc. Et en fait, maintenant, dans une voiture, c'est 80% d'électronique en fait et d'intelligence. Voilà, donc c'est voilà. Si vous ne pourrez pas faire le détour, vous aurez forcément à faire face à l'IA et à la cyber. Donc autant en être un acteur, voilà, pour pouvoir insuffler les directions qui vous semblent les plus pertinentes, hein, notamment sur l'IA. On parle beaucoup d'éthique et d'utilisation éthique de l'IA. Donc voilà, si vous voulez peser sur ces sujets-là, soyez formés à ces sujets-là. Et pour ceux que l'aspect un peu tech pourrait rebuter, faut comprendre que le tech pur, il n'existera plus dans quelques années. En fait, hein. Vous serez obligé, si vous faites de l'IA, il faudra le faire sur un domaine spécifique. Hein. Utiliser l'IA dans le domaine de la santé, c'est pas pareil que dans le domaine de l'aérospatiale. Faire de la cyber au niveau de la gendarmerie, ça n'a rien à voir avec faire la même chose chez Dior ou Chanel. Enfin, voilà, il faut connaître les métiers pour savoir quels sont les types d'attaques, quels sont les types de risques. Donc voilà. Merci beaucoup, Philippe Haït, d'avoir été avec nous à Policy IT. On rappelle le deuxième étage pour vous voir jusqu'à 18h. Un petit mot que vous vouliez ajouter pour finir? Non, je voulais juste vous remercier. C'est un honneur d'être dans ces beaux locaux. Ouais, on s'est régalé avec vous. Merci pour cet échange passionnant. On va se retrouver dans 1 heure pour l'ultime conférence de la journée et du salon Your Future. On parlera d'un autre sujet, ce sera la santé mentale. On en parlera avec l'application Link et Miel qui sera avec nous dans cette salle, donc d'ici 16h10 pour la dernière conférence. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, profitez bien de quelques heures de fin de ce salon Your Future et à très vite.